c'est un manque massif d'investissement public, c'est l'affaiblissement de la structure étatique dans toute sa sphère, de la logistique. Il y a aujourd'hui des parts entières du territoire français qui sont en train de décrocher. Si vous ne me croyez pas, allez voir les autoroutes du nord de la France, dans la région de Lille, allez voir le centre. Venez chez moi en Normandie. Venez chez moi en Normandie, second désert médical de France. L'État est aujourd'hui corseté et aujourd'hui incapable d'affirmer son autorité et de faire, disons, et d'incarner l'autorité et les responsabilités qui sont les siennes. Si on ne me croit pas, qu'est-ce qui s'est passé il y a encore quelques semaines à Marseille? On parle de Marseille, mais on peut parler d'autre chose si vous voulez. On peut parler de la Guadeloupe. Même problème. On peut parler de parts entières de la Seine-Saint-Denis qui sont déjà sous des ordres autres que l'ordre étatique, fondamentalement. Or, en même temps que cette impuissance de l'État est vendue, je rappelle que l'État, en transférant une crise bancaire et financière à une crise de finances publiques, qui a hâté ce qu'on appelle la crise de l'euro qui aurait eu lieu de toute façon. L'euro ayant mal été pensé, il est normal qu'il ne survive pas. Mais là, l'État a recouvré une utilité. Là, le discours « l'État en fait trop », on n'avait entendu personne après le Lehman Crack vous dire que l'État en avait fait trop. C'est normal, c'est nous qui avons payé. Au mépris des règles bruxelloises en termes de déficit, ça a gêné personne. Ça a gêné personne. Mais tenter une aide aux entreprises en dehors des cas extrêmement ténus prévus par l'article 87, paragraphe 1 du TFUE, et vous allez voir les sanctions sur l'État qui vont tomber immédiatement. Or, pour sauver le secteur bancaire, là on a trouvé l'État. Là on l'a trouvé. Et on ne l'a pas critiqué. Or, et d'ailleurs, et là je fais de la prospective, mais pas très compliqué, nous aurons un nouveau passage à vide bancaire rapidement. Et l'État paiera encore. Et là, pour le coup, personne ne le critique. Qu'est-ce qui se serait passé si les États avaient laissé tomber les banques? Je parle de les laisser tomber, je ne vous parle pas de saisie ou de nationalisation. Qu'est-ce qui se serait passé? Simple. Les 2/3 du commerce, du fret mondial se font à crédit. Et si les grands assureurs et grandes banques ne sont pas assurés que leurs comptes seront épurés, il n'y a plus un supertanker ou plus un bateau de fret qui prend la mer. Ce qui s'est passé en 29. Ben Bernanke ayant fait sa thèse sur la crise de 29, il a agi et réagi pour éviter une panne du commerce international. Et là, pour le coup, la logique du moins d'État, pour le mieux d'État évidemment, parce qu'il faut trouver des slogans à vendre aux publicitaires, personne n'a moufté. Ou alors, quelqu'un d'entre vous se rappelle d'une critique quelconque à ce niveau-là? Là, aucune. Or, il est grand temps d'élargir le constat que j'avais pu faire avec le soutien de mon équipe sur les incidences de l'abandon du pouvoir monétaire et nécessairement du pouvoir budgétaire. Quand la monnaie part, le budget part. C'est normal. Que nous avons traité à travers l'enquête sur la loi dite du 3 janvier 73, qui était une porte d'entrée assez commode, pour voir comment on a décidé sciemment d'éliminer petit à petit, d'euthanasier, dirons-nous, certains emploient le terme de démanteler, c'est-à-dire de retirer les remparts qui entourent un édifice, l'État français. Juste un point, une petite habitude, petite pédanterie, vous m'en excuserez. On va juste définir un peu le terme et commencer par une citation si ça ne vous dérange pas. Paul Valéry, vous la connaissez, elle est classique. Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Or,
il y aurait, et d'ailleurs peut-être sont-ils là embusqués, 3 ou 4 juristes dans cette salle, nous pourrions passer 3 heures à nous disputer sur la définition de l'État. Je vous en propose une qui vaut ce qu'elle vaut. L'État est l'organe incarné de la survie collective, qui à partir d'un territoire délimité, ce qui le différencie de la structure d'empire, un empire n'a pas de frontières au passage. Un empire, c'est une ligne de front. Le limes, à Rome, est une ligne de front, c'est-à-dire une ligne temporaire. C'est donc une autorité publique qui, sur un territoire défini, exerce un monopole à la fois de violence et de répartition, dans le but de la préservation et de l'auto-reproduction à la fois de lui-même et de la société. C'est-à-dire fondamentalement, et là c'est une définition holiste, je pense que certains d'entre vous doivent commencer à comprendre pour ceux qui ne me connaissaient pas d'où je viens idéologiquement. Je suis moyennement libéral, c'est indiscutable. Mais fondamentalement, si vous avez des droits, c'est parce que l'État le veut bien. Et c'est lui qui vous les donne. Et à travers lui, c'est la communauté politique liée à une histoire singulière qui vous les donne. Dans l'état de jungle ou dans l'état de nature, il n'y a pas de droit revendiqué. Où il y a le droit de l'antilope de courir et le droit du lion de se repaître d'elle. Là, la logique des droits s'arrête très vite, pour le coup. Et dans une société sans État, les droits des faibles s'arrêtent très vite, également. Or, comment, plan simple, comment a-t-on détruit l'État français et qui veut, c'est le thème de cette conférence, qui veut la peau de l'État français? On va répondre à la problématique directement, ce que les universitaires font rarement, en étudiant qui, à coup de réforme, parce qu'aujourd'hui, comme disait très bien Régis Debray, la réforme, nous vivons sous l'état de la réforme permanent et non plus du coup d'état permanent cher à François Mitterrand. Et à travers ce culte de la réforme que Pierre-André Taguieff avait appelé bougisme, c'est-à-dire la réforme pour la réforme fondamentalement. François Fillon avait eu cette phrase et il a dit oui mais tout ce qui restera de Nicolas Sarkozy c'est mes réformes. Et si on les évaluait tes réformes, qu'est-ce que t'en dirais? Les réformes, le mot passe-partout, un peu comme l'autre Europe d'un certain côté. C'est le mot passe-partout depuis le départ du général de Gaulle. Tout le monde a son idée de la réforme. Et nous vivons sous la réforme permanente et c'est ça, entre autres, qui est en train de tuer l'État. Je vais y arriver dans un premier point en étudiant les réseaux et les moyens qui ont été mis en place pour nuire à l'État. Ensuite, on nuit à l'État par des procédures communautaires, au sens de l'Union européenne, et des procédures internes. Et enfin, tout ceci a des incidents en termes de services publics, en termes de fragmentation de l'État au sens territorial. Et enfin, nous esquisserons, si vous le voulez bien, quelques tentatives, quelques réflexions pour voir si nous pouvons nous en sortir et comment nous pouvons nous en sortir. Là encore, je vous demande d'être très indulgent, parce que, si vous voulez, j'ai eu très peu de temps pour la préparer, j'espère qu'elle vous conviendra. Les réseaux et les moyens, fondamentalement, le moyen premier qu'utilisent certains types de réseaux pour nuire à l'État, c'est de détruire le socle intellectuel et symbolique étatique. L'État, dans les années 60, revenons à l'époque où nous avions un État digne de ce nom, l'État avait son propre réservoir d'idées, ce qu'on appelait le plan. Le plan était ça n'a rien à voir avec ce qui restait du petit commissariat au plan que M. de Villepin a cru bon de détruire et qui a eu comme dernier patron Alain Etchegoyen, philosophe de son état, un philosophe un peu particulier, qui était philosophe d'entreprise à la base. Mais il avait écrit des écrits assez intéressants sur la notion de corruption. Et vu pour qui il a travaillé, il avait... Enfin bon, peu importe. Non, j'ai parfois mauvais esprit, mais il faut que je fasse attention, sinon je dérape. Or, comment
on va nuire à l'État dans son capital symbolique. Premièrement, en nuisant à l'institution. Les attaques sur le plan vont se multiplier à compter des années 70. Le plan sous le général de Gaulle, ce n'est pas rien. Il décide. Il y a les grands plans, le plus abouti certainement le 5e plan. Il décide des grandes orientations. C'est sur ces bases et sur sa documentation. Aujourd'hui, l'État est quasiment aveugle par rapport à la destruction de nos instituts de recherche. Aujourd'hui, qui prend sans pincette des chiffres sortis de l'INSEE ou de l'INED? Qui les croit sincèrement? Je vais donner un exemple un peu polémique, mais pourquoi pas? Qui croit à l'évaluation des avantages de l'immigration par l'INED? Non mais qui les croit sincèrement? Quand le site du MEDEF lui-même reconnaît que l'immigration, ça sert, je cite de mémoire, à la baisse du coût nominal du travail. Si c'est le MEDEF qui le dit, par un de ces énièmes économistes mercenaires, là pour le coup, je ne leur retire pas le pain de la bouche. À l'époque, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Le plan oriente, le plan brasse des données, remet des documents d'analyse, et c'est l'un des organes les moins discutés de la puissance d'État. C'est un des organes d'ailleurs auquel le général de Gaulle tient le plus. Or, pour une raison qui est très simple. Dans le général de Gaulle, il y a général. Un militaire, et comme tout militaire, il sait que ce à quoi on pense le moins, c'est-à-dire la logistique, peut vous permettre de gagner ou de perdre une guerre, qu'elle soit économique ou non. Or, à partir de Giscard d'Estaing, les attaques sur le plan vont se multiplier. La parole du plan, sans être pour le moment discréditée, va être, disons, relativisée par l'émergence de ceux qu'on appellera beaucoup plus tard les économistes à gages. Vous vous en rendez pas compte, mais des gens comme Michel Godet sont là depuis 30 ans. Alain Minc, j'ai quelques citations du personnage, il a commencé à nuire en 1984 au minimum. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que depuis bébé, j'entends Alain Minc. Ça a beaucoup relativisé le sens de ma vie. Je vous le dis très sincèrement. Or, fondamentalement, on va retirer au plan ses attributions. Ensuite, les petites pénalités symboliques comme la baisse de budget, pour arriver à la décision de Dominique de Villepin quand il était à Matignon, de sa pure et simple suppression. Par quoi va-t-on le remplacer? Par quoi va-t-on remplacer ces idées venant de l'État lui-même? Parce que tous ceux qui penseraient que l'État n'avait pas de pensée prospective, sous le général de Gaulle, c'est faux. Aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, on est obligé de créer des instituts de recherche comme le CF2R, privé, ou le grand think tank que Boer a voulu créer et qui a donné l'occasion d'un livre assez savoureux de Philippe Baumard que je vous recommande, sur le bilan de la réflexion stratégique française. Vous savez comment s'appelle le bouquin? Le vide stratégique. Réfléchissez là-dessus. Or, fondamentalement, par quoi va-t-on le remplacer? On va le remplacer par, premièrement, des idées de club. Et le premier, et là je ne prendrai pas à partie la mémoire des hommes qui étaient dedans, parce que pour le coup, c'était pas un organisme malsain, c'était Club Jean Moulin, créé en 1958, et qui réunit les planificateurs. Bloch Lenné, Simon Nora, des gens très estimables, particulièrement la figure de Bloch Lenné. Or, parce que nous étions en 58 et que fondamentalement l'économie planifiée de la France des années 50, tout comme la plupart des économies aujourd'hui des États émergents à forte croissance, c'est quoi? Il faut se dire la vérité, c'est le passage civil des structures de l'économie de guerre. Et c'est pour ça que ça fait des taux de croissance aussi élevés.
c'est pour ça que ça n'a qu'un temps, également. La Chine est en train de l'apprendre, malheureusement. Or, les structures hors de l'État, par peur du retour à la fois de ce qui avait été vaincu par la Seconde Guerre mondiale et que j'ai largement traité dans l'ouvrage, qui est la Grande Rente, ce qu'on appelait les barons aux États-Unis et autres, l'État, et ça se voit même dans la politique monétaire, a toujours essayé de penser son rôle de la manière, en France, la plus indolente possible pour éviter les excès de poujadisme, l'antifiscalisme parfois un peu primaire, et la haine de l'institution qui peut prendre certaines parts de l'opinion. Et c'est pour ça que ces entreprises n'ont pas été mal vues jusqu'au départ du général de Gaulle. Et là arrive une autre génération sur laquelle je vais m'appesantir un petit peu. On va la diviser en deux, si vous voulez. Ceux qui vont détruire la culture de l'État à gauche et ceux qui vont la détruire à droite. Même si je connais certaines personnes qui en ont fait partie, je vais commencer par la droite parce que ça va aller assez rapidement. Les principaux think tanks, fondamentalement, le libéralisme arrive par la gauche, ce qui est normal par rapport à son histoire en termes d'histoire des idées. Mais ceux qui vont tenter de nuire à la figure étatique à droite, c'est principalement les hommes du Club de l'Horloge. Principalement. Et une figure, qui est celle d'Yvan Blot, qui va inspirer le programme du RPR des années 80 dans le sens de la désétatisation. C'est l'époque où la surenchère libérale se fait entre le RPR et Jean-Marie Le Pen, qui était à cette époque-là réganien. Ce qui, pour un homme du centre-droit de la 4ème République, est tout à fait normal. Qui a fait carrière, je rappelle, chez Poujade. Donc c'est normal. C'est une évolution logique. Mais ce n'est pas eux qui vont avoir la main sur les réformes. Ceux qui vont avoir la main sur les réformes, c'est la deuxième gauche. La deuxième gauche, entre autres, mais ce n'est pas la première génération. La deuxième gauche, qu'est-ce que c'est? C'est l'alliance des démocrates chrétiens, ou aussi appelés chrétiens de gauche, qui allie à la fois une incompréhension de la notion d'État, voire même une certaine haine de l'État qui se trouve dans certains écrits des pères de l'Église. La théorie du droit et de l'État chez saint Thomas d'Aquin est quelque chose d'assez particulier. Et de l'autre côté, de bons progressistes, pour la plupart sortis du gauchisme, et qui veulent évidemment arriver aux affaires. C'est la génération 68. Cette génération qu'on appelle la gauche antitotalitaire. Or, antitotalitaire, revenons une minute sur ces gens-là. Vous en connaissez certains, VHL, Glucksmann et les Blancs. Or, ces gens-là, quelle est leur pensée profonde? Leur pensée, c'est que tout pouvoir politique conduit à la contrainte, qui conduit au goulag. Si vous voulez une preuve de ça, je vous recommande l'ouvrage d'André Glucksmann, La cuisinière et le mangeur, qui l'explique très bien. Or, cette génération de jeunes gens bien nés, bien diplômés, qui arrivent dans l'ombre de deux hommes qui sont Maurice Clavel et Michel Foucault. Maurice Clavel n'en est pas comptable. Maurice Clavel, c'était un maurassien de gauche. Alors, on a toutes les idiosyncrasies qu'on veut. Et il a pensé que pour nuire à l'Union soviétique, il fallait utiliser ces gens-là. Mais ce n'est pas l'Union soviétique, la cible. C'est l'existence du fait politique lui-même, au nom de l'antitotalitarisme. Et c'est pour ça que ces gens-là vont se retrouver très clairement dans une logique de marché. Nécessairement. Parce que si le pouvoir politique conduit à la contrainte, l'absence de pouvoir politique conduit à la liberté. Et bien alors le marché, c'est la liberté. C'est pour ça, par exemple, que beaucoup de ces gens-là vous disent, et je pense à raison, qu'ils ont été honnêtes tout le long de leur démarche. Bon, il y a eu quelques petits à côté qui étaient assez sympathiques, faut pas se leurrer, mais ils restent intellectuellement sur les mêmes bases. Or, l'alliance des deux va donner ce qu'on appelle la CFTC, la CFDT, la deuxième gauche.
Et la deuxième gauche va nous donner des hommes comme Jacques Delors, va nous donner également des think tanks, et le plus influent d'entre eux, qui naît en 82, sera la Fondation Saint-Simon. La Fondation Saint-Simon, c'est l'alliance d'hommes qu'on n'aurait peut-être pas cru pouvoir s'entendre, mais qui communient dans à la fois un certain franco-scepticisme, une grande communion européenne et un libéralisme matiné de bonnes œuvres de gauche. Ces hommes, c'est les suivants. C'est Pierre Rosanvallon. Je vais revenir une seconde sur la figure de Pierre Rosanvallon parce qu'il est l'un des grands concepteurs de la désétatisation de la gauche. C'est un homme peu connu. Est-ce que vous pouvez lever la main les gens qui ont déjà entendu parler de cet homme-là? Pierre Rosanvallon. Ah, quand même. Pierre Rosanvallon est connu pour deux choses. Une chose assez récente, est-ce que vous vous rappelez d'un pamphlet qui s'appelait Les Nouveaux Réactionnaires de M. Daniel Lindenberg? Eh bien, c'est une commande de Pierre Rosanvallon pour éliminer les intellectuels nationaux. Très simple. Il a utilisé son porte-flingue, ancien prof d'histoire des idées, plus ou moins matiné, d'ailleurs c'est le titre d'un de ses bouquins, de marxisme imaginaire. Et Rosanvallon, qui est professeur au Collège de France aujourd'hui, qui a joui d'une très grande influence sur la formation des élites, vu qu'il est l'un des concepteurs des programmes de sciences politiques de l'IEP de Paris, première fabrique d'énarques, est l'un des grands penseurs de la désétatisation à gauche. Il va utiliser certains types de réseaux certains historiens, comme François Furet, dans un ouvrage que je vous recommande parce que si beaucoup plus de gens l'avaient lu, on ne serait pas surpris de l'état de la France d'aujourd'hui, qui s'appelle La République du Centre, qui est le manifeste de ces gens-là. François Furet, Pierre Rosanvallon et Jacques Julliard. Tiens. Pierre Rosanvallon vient de quoi idéologiquement? De l'autogestion. Tiens. L'autogestion, c'est-à-dire à la fois l'une des plus inefficientes, mais également l'une des plus libéralo-compatibles des théories de l'extrême gauche, fondamentalement. Détricoter l'État, évidemment matiné d'un socialisme baigné d'européisme et de droits de l'homme, c'est ce qui va précipiter le moule ou l'arrière-fond de sauce de Delors, de Rocard, jusqu'à Jospin, et après de manière totalement décomplexée, chez des gens comme Strauss-Kahn. Hollande, lui, a baigné complètement là-dedans. Strauss-Kahn, lui, est encore plus décomplexé. Lui, il a un profil très particulier, vu qu'il est beckerien. Il a fait sa thèse sur Becker, théoricien libéral qui a théorisé le libéralisme des âges de la vie. C'est-à-dire, il doit y avoir des couples dans la salle, donc le mariage est un calcul coût-avantage. Voilà. L'enfant est un calcul coût-avantage. La logique libérale prend toute la sphère de la vie sans que vous vous en rendiez compte. Strauss-Kahn a fait sa thèse sur Becker, et d'ailleurs c'est toujours revendiqué beckerien. Il l'avait même dit dans une phrase qui ne manque pas de poésie. Il suffit de regarder mes 3 mariages pour voir que je suis un vrai beckerien. La première m'a donné le parti, la seconde, l'argent, la troisième, les médias. Bon. Poésie quand tu nous tiens. Avec des roses, c'est le cas de le dire, ça passe tellement mieux.